Bien, chers amis de l'agriculture et des agriculteurs, bienvenue sur le stand de Village Semences. Nous sommes au Salon de l'Agriculture. Vous suivez Stop Intox. Vous pouvez nous suivre, poser vos questions, réagir sur Twitter, @VillageSemences et @StopIntox. Le sujet du jour est passionnant. Les agriculteurs sont-ils libres de semer ce qu'ils veulent? J'entends beaucoup de choses dans le débat public autour des questions agricoles. Les semences sont stériles. Il y a beaucoup de questions à se poser. Les agriculteurs sont aux mains des multinationales. Ils ne peuvent pas semer ce qu'ils veulent. Nous allons tenter soit de documenter, soit de déconstruire ces idées reçues. Il y en a beaucoup dans le domaine agricole. Info, Intox, c'est un peu le sujet du jour que j'aborde avec Franck Berger, le président de l'Union française des semenciers. Bonjour Monsieur Berger. Vous êtes aussi un enfant de l'Imagrin. L'Imagrin, tous ceux qui vivent dans le Massif central savent un peu ce que c'est. L'Imagrin, vous sortez de la montagne auvergnate, vous arrivez sur les plaines du Bourbonnais, hein, où c'est les premières plaines vraiment fertiles, et on tombe toujours sur l'Imagrin. La plaine de Limagne. Et la plaine de Limagne. C'est la Limagne, absolument. Franck Berger, donc Franck Laborde est agriculteur, il est à côté de vous, il est agriculteur, producteur de maïs. En face de vous, Laurent Duplon, sénateur de la Haute-Loire. C'est très localisé notre émission aujourd'hui. Il y a un peu d'atavisme, hein, mais c'est une très belle région. Ben, bon, parfait. Vous êtes le responsable du programme agricole LR et vous allez des Républicains, puis vous allez nous parler bien sûr de votre point de vue sur ce qui se présente, ce qui se passe là aujourd'hui dans le domaine des semences, le débat, la stérilité des semences, la libre utilisation des semences. Il y a beaucoup de hoax, comme on dit, hein. Il y a beaucoup d'intox dans ce domaine. Et enfin, pour terminer, Marc Bonnet, directeur général du GIE CRC, culture raisonnée, contrôlée. On va commencer par donner un ou deux indicateurs économiques. Le secteur des semences, c'est un secteur qui abonde le commerce extérieur, l'excédent du commerce extérieur, et notamment l'excédent agricole, qui participe à son solde positif. Nous sommes le premier pays producteur européen de semences. Est-ce que c'est... Alors je vais vous demander de façon un peu directe, Monsieur Bonnet, est-ce que c'est secondaire, est-ce que c'est absolument essentiel de maîtriser ce marché-là? C'est tout à fait crucial. La valeur de la production de semences en France, du secteur semencier, c'est environ 3,3 milliards d'euros. Et comme vous l'avez justement signalé, c'est une activité qui est très fortement exportatrice. La balance commerciale semencière de la France l'an passé était de l'ordre de dégager un excédent de l'ordre de 950 millions d'euros, ce qui en fait un des tout premiers postes à l'exportation. Ça fait quelques Airbus. Voilà. Ça fait quelques Airbus, oui. Ça fait effectivement quelques Airbus. La France est le premier producteur de semences en Europe et le premier exportateur dans le monde. Donc, on a un savoir-faire particulier dans ce pays. Alors on doit ça à un certain nombre de choses. D'abord l'excellence de la recherche française, la recherche universitaire et la recherche privée. Le fait que nous avons de très nombreux chercheurs présents sur le territoire national, de très nombreuses entreprises qui sont engagées dans les activités de recherche, plus de 70 sur le territoire français. Et puis c'est lié aussi beaucoup à l'excellence de la production de semences sur le territoire français. Nous disposons d'un grand nombre de contextes pédoclimatiques différents, très propices à la production de semences. Et surtout, nous avons dans nos réseaux environ 19 000 agriculteurs multiplicateurs qui véritablement sont dotés d'un savoir-faire extrêmement important, qui permettent de couvrir une gamme extrêmement importante de types d'espèces. Bien, Monsieur Duplon, on est toujours très heureux avec ces résultats. D'abord, l'agriculture française reprend des couleurs, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que sur l'ingénierie, on parle là non seulement de l'agriculture, mais on parle de la technologie dans l'agriculture, la capacité à créer, à produire, à multiplier, c'est absolument essentiel. Est-ce que ceux qui nous gouvernent, le personnel politique, est bien conscient de cet enjeu décisif? On parlera tout à l'heure de la propriété intellectuelle, mais maîtriser la semence, c'est un peu maîtriser les récoltes. Bien sûr, maîtriser la semence, c'est assurer la capacité pour un pays de se nourrir. Parce que tout commence dans la culture par la capacité d'avoir une bonne semence. Mais ça va plus loin que ça. C'est aussi la capacité qu'on peut avoir
par les études, par l'innovation et par la recherche, et par le fait de faire progresser génétiquement nos semences, de lutter contre certaines maladies qui se développent parce que le climat évolue, parce que les pressions des prédateurs que peuvent être soit les maladies, soit les insectes évoluent aussi. Et donc il y a une vraie capacité à continuer d'avoir une vraie recherche dynamique et performante. Rien n'est jamais gagné dans ce domaine. Non, rien n'est jamais gagné, et je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un peu trop de méconnaissance de la totalité de notre agriculture. C'est une capacité un peu trop rapide à tomber et à sombrer dans l'agribashing. C'est cette capacité à condamner la totalité des sujets sans en connaître les parties, et cette capacité aussi à les médiatiser. Ce qui fait que le concitoyen qui s'éloigne de plus en plus de la réalité de l'agriculture a toujours tendance à pouvoir penser ou à croire qu'on lui ment ou qu'on est dans le système de la théorie du complot. Et donc je pense que là-dessus, des émissions comme la vôtre sont quelque chose de très intéressant et de très important, parce que ça permet de recentrer le débat, de réexpliquer les choses à des gens qui naturellement ne peuvent pas tout connaître, de façon à ce qu'on puisse chacun en France se faire un œil objectif de la situation. Alors, je vais me tourner vers vous, Franck Laborde. Prenez votre micro. Vous êtes agriculteur, producteur de maïs. Comment vous sentez le sujet, les semences? Donc c'est la question de la souveraineté, vous venez de l'évoquer. D'abord la souveraineté pour soi-même, souveraineté alimentaire, capacité à produire, j'allais dire de l'intelligence agricole, la capacité à exporter. Comment vous les utilisez vous-même? Quel est votre regard sur ce secteur? Alors, je reviens à la question initiale, mais qui rejoint très largement la question de la façon dont vous la formulez. Les agriculteurs sont-ils libres de semer ce qu'ils veulent? Je vais vous dire ce que je fais chez moi et quel est le panel de variétés, de possibilités que j'ai. Donc, un agriculteur en France, il choisit ses semences par rapport à plusieurs critères. Le premier, c'est le contexte pédoclimatique dans lequel il évolue. Le sol, le climat, essentiellement. Mais vous avez utilisé le verbe choisir. Il choisit. Donc vous répondez déjà en partie à la question. Bien évidemment, bien évidemment. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner l'étendue des possibilités que nous avons en France. Vous savez qu'il y a un catalogue d'inscription des semences officiel. Il y a sur ce catalogue actuellement 700 variétés inscrites. 700 variétés de quoi? De maïs. De maïs. Nous sommes sur l'espèce maïs. Ouais. Nous sommes sur l'espèce maïs. Ces 700 variétés sont commercialisées par une douzaine de semenciers. Alors, bien évidemment, il y a les multinationales, il y en a quelques-unes, mais nous avons aussi la chance, en France, d'avoir une culture, d'avoir des entreprises qui, il y a 30-40 ans, ont fait le choix de la sélection variétale, et nous avons des fleurons de la semence. Alors, vous nous dites que le marché n'est pas trop concentré, parce que derrière la question qu'on pose, derrière le lien, la relation de dépendance que vous auriez à l'égard de quelques très grandes entreprises, il y a au contraire une réalité qui montre une gamme très large, c'est ce que vous dites. C'est très étonnant pour moi qui ne connais pas le secteur du maïs, 700, une offre aussi large, et donc une offre aussi d'entreprises qui produisent ces semences. Donc il n'y a pas de phénomène de concentration. Alors, il y a un phénomène de concentration, comme dans tous les métiers, par rapport à ce qu'il y avait il y a 20, 30, 40 ans. D'accord. Ce phénomène de concentration, il existe sur l'industrie, sur tous les métiers. Mais nous conservons tout de même, et notamment en France, nos semenciers, qui soient nationaux, qui soient régionaux. Très bien. Je ne sais pas si je peux demander à Marc Bonnet comment on produit des semences. Je voudrais qu'on apporte les éléments du Lego les uns après les autres. Vous nous avez dit activité économique déterminante. Vous nous expliquez qu'il y a une variété large, enfin, que l'offre est large et manifestement profonde, pour reprendre les termes de la grande distribution. Oui, Non, je voulais juste intervenir pour ouvrir le panel. Moi, par exemple, je suis sénateur, mais je suis aussi agriculteur. Bon. Je suis éleveur laitier et je cultive pour nourrir mes animaux.
Quand on répond à la question est-ce que l'agriculteur reste libre, il reste totalement libre. Par exemple, pour moi qui cultive des céréales, j'utilise bien sûr le progrès génétique des semenciers, mais je fais ma propre semence. C'est-à-dire que je n'achète pas toutes les années la quantité totale nécessaire pour semer mes champs. Donc ça veut dire que la liberté, elle est aussi là. C'est pas, quand on dit est-ce qu'il y a une concentration ou est-ce qu'il y a une mainmise des céréaliers sur l'évolution des semences, c'est une hérésie. La réalité, c'est que chaque agriculteur est libre de pouvoir ressemer la semence qu'il a déjà récoltée de l'année d'avant. Mais par contre, ce qu'on a besoin aussi, parce qu'on est aussi dans un monde économique et compétitif, c'est de se servir de semences qui permettent d'avoir une certaine forme de productivité. Moi, j'avais compris qu'une semence, c'était aussi une promesse. C'est la promesse d'un résultat. Bien sûr. Ben, écoutez, c'est ce qu'on vous garantit c'est ce qu'on vous garantit dans un catalogue, normalement. Le principe d'un agriculteur, il est quand même là aussi. Quand vous semez un champ, vous êtes sûr d'une chose, c'est de l'avoir semé. Vous n'êtes jamais sûr de le récolter. Et encore moins de savoir combien vous allez le récolter. Donc ce que vous avez besoin, c'est non seulement d'avoir la capacité de pouvoir ressemer votre semence, parce que c'est une économie que d'acheter la totalité de la semence, mais par contre, nous avons aussi besoin du progrès génétique que les semenciers peuvent mener pour pouvoir faire évoluer nos semences au fur et à mesure du temps, et qu'elles répondent, comme je le disais tout à l'heure, aux enjeux et aux aléas que nous pouvons avoir. Marc Bonnet, que de débats autour de ces petites graines là, mais il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, je ne sais pas si vous voulez bien y répondre vous-même. Les semences seraient stériles, vrai ou faux? Chez nous, elles sont absolument pas stériles. Et en tout cas, les promesses dont vous parliez, si je suis présent avec vous, c'est surtout pour accentuer sur la promesse de biodiversité. Et la protection de la biodiversité commence tout d'abord par une semence qui est adaptée aux aléas climatiques, aux résistances aux maladies, et un certain nombre d'éléments qui font que dès l'obtention de cette semence, on a la garantie potentiellement de passer moins de produits phytosanitaires. Et donc nous, dans la démarche CRC qui a 20 ans... C'est la génétique, au fond... Alors le mot fait peur, il faut se dire les choses. Très clairement, dès que vous parlez de génétique, bon, ça fait peur. Cela dit, vous nous dites en substance que c'est la génétique qui va permettre de réduire l'usage des intrants, enfin des phytos. Tout à fait. La génétique est un élément essentiel. Et dans les progrès que nous avons menés pour passer moins de produits phyto depuis 20 ans, c'est en grande partie grâce à la sélection variétale. Là aussi, vous avez prononcé un mot qui ne plaît pas. Vous avez parlé de sélection. Sélection, vous savez, par association d'idées, parfois c'est sélection, manipulation, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a supprimé des mots qu'il ne faut plus prononcer dans le dictionnaire français, et on en a galvaudé d'autres. Oui. Donc, le problème aujourd'hui, c'est quand même de se rendre compte que s'il n'y avait pas eu de sélection, s'il n'y avait pas eu de génétique, nous n'aurions jamais fait évoluer, par exemple, les rosiers. Oui. Et qu'aujourd'hui, on a un panel de rosiers en France qui est exceptionnel, et dont tout le monde, dans les jardins, quand il les visite, s'émerveille devant ces rosiers. Excusez-moi, ça a été non seulement de la sélection, mais de l'évolution génétique. Bon. Qu'est-ce qui différencie, je pose la question à chacun d'entre vous, puis on va aller voir Théo pour vous transmettre les questions qui sont posées. Je vous suis sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Mais j'ai juste encore une petite question dans la logique de nos échanges là. Qu'est-ce qui différencie le fait de sélectionner les semences des OGM, par exemple? Où est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une limite quelque part? La sélection, comme l'a dit Monsieur le Sénateur, est une activité millénaire. À partir du moment où un agriculteur a repéré une plante dans un champ avec des caractéristiques qui lui paraissaient favorables et on a conservé les semences pour la ressemer, il a fait un acte de sélection. Donc cet acte de sélection, je dirais empirique, il a existé pendant des milliers d'années et des centaines d'années jusqu'à ce qu'on comprenne un petit peu mieux quelles étaient les lois de la génétique qui sous-tendait les principes de l'hérédité de manière à ce qu'on puisse faire de la sélection beaucoup plus, non pas empirique, mais beaucoup plus dirigée. Donc d'une manière générale, la sélection, ça consiste à choisir des plantes, les associer entre elles et retenir celles qui ont les meilleures caractéristiques. Donc ça, c'est classique. À l'intérieur de la sélection, il y a une branche particulière, qui est la branche des modifications génétiques, qui a consisté à apporter de manière exogène du matériel héréditaire, donc de l'ADN, d'espèces adjacentes ou d'autres espèces à l'intérieur d'une plante. C'est une des voies de la sélection
elle représente aujourd'hui une voie relativement minoritaire. Et de toute façon, en France, les OGM ne sont pas autorisés à la culture. Donc toutes les variétés qui sont disponibles dans le catalogue auquel M. Laborde faisait référence sont des variétés non OGM. Je vous interromps, mais est-ce que le reste du monde, hors de nos frontières, continue de chercher dans ce domaine? Alors le reste du monde continue bien entendu de chercher. Et surtout, d'abord, il continue d'utiliser la sole totale OGM dans le monde représente des centaines de millions d'hectares. Des espèces comme le maïs ou le soja ou le coton, qui sont les 3 grandes espèces OGM, sont extrêmement présentes et utilisées dans des pays comme les États-Unis, l'Australie, l'Argentine, le Brésil, pour citer les principaux. L'Europe et la France en particulier a choisi de s'exclure de cette possibilité. Je m'adresse aux politiques. Est-ce qu'il sera possible de résister longtemps à ce mouvement? Est-ce qu'on peut vivre comme un village gaulois isolé? Mon avis personnel, c'est non. Et que l'erreur que nous avons faite, nous la payerons à un moment ou à un autre. Et nous la payerons à 2 niveaux. D'abord, premièrement, parce que quand on laisse les autres pays et qu'on ne fait pas exactement la même chose, on a la possibilité d'avoir des importations de produits qui viennent de ces pays utilisant certaines pratiques que l'on refusera en France. Donc on n'y échappera pas, qualité de consommateur. On n'y échappe déjà pas. Ouais. La protéine, par exemple, est quasiment toute OGM produite à l'extérieur de la France et on est loin d'être autosuffisant en protéines puisqu'on est autosuffisant à la hauteur de 40% des protéines, donc on en achète 60% à l'étranger. Le deuxième élément, c'est qu'on se coupe, et c'est là où il faudrait poser une question à la nation, on se coupe de quelque chose qui permettrait de répondre à plusieurs des questions des consommateurs. Quand on dit, peut-être à juste titre, il faut diminuer la consommation de phytosanitaires ou l'utilisation de phytosanitaires, si la génétique, par la possibilité de l'évolution des progrès génétiques, peut permettre, parce qu'on fait des plantes plus résistantes à telle maladie, parce qu'on fait des plantes plus résistantes aux aléas climatiques, parce qu'on fait muter des plantes qui permettent d'avoir des atouts. L'exemple typique que l'on connaît depuis des années, le triticale, est une semence qui a été un croisement entre le seigle et le blé. Si on n'avait pas de triticale aujourd'hui sur les terrains les plus pauvres de France, on supprimerait la capacité de production céréalière de tous ces terrains. Donc il y a des progrès qui ont été faits par le passé. Le problème que je vois aujourd'hui en tant que législateur, c'est qu'on se coupe complètement du progrès que nous pourrions faire. Alors peut-être qu'il fallait l'encadrer, peut-être qu'il fallait l'organiser, mais le refouler comme nous l'avons fait est à mon avis un désavantage et un inconvénient et nous conduira à faire des choses, comme on le voit aujourd'hui, entre les importations et ce qu'on demande à nos agriculteurs, qui sont complètement paradoxales. Théo, question sur Twitter notamment. Justement, concernant les importations, j'ai un internaute qui se demande si José Bové, par son action, serait pas le meilleur commercial des semenciers américains en fait. Ouais, c'est une bonne... Est-ce que José Bové, compte tenu de la stratégie, de sa stratégie et de celle de ses amis, n'est pas le meilleur ami, le meilleur agent des semenciers américains, monsieur Laborde? Eh bien, écoutez, vous me coupez pas l'herbe sous les pieds, le maïs sous les pieds, puisque je suis spécialiste du maïs, mais moi je vais vous répondre clairement. Effectivement, José Bové et ses amis les faucheurs volontaires, depuis une quinzaine d'années, détruisent systématiquement ou quasi systématiquement en France toute la recherche, qu'elle soit OGM ou pas. Nous en sommes arrivés et ils dénoncent en même temps l'hégémonie des multinationales. En réalité, que font-ils? Ils pénalisent les entreprises françaises et les agriculteurs français, les instituts techniques que sont l'INRA, que sont Arvalis, ils les pénalisent au profit de ces, disent-ils, multinationales. Nous qualifions ça d'entreprises qui travaillent sur le territoire plutôt américain, ou en tout cas pas sur le territoire français. Incontestablement, ce sont des entreprises américaines. À un moment, l'examen des faits impose de passer au-delà des impressions, des sensations. En effet, si nous n'avons plus de secteur de la recherche en France, ou si la recherche est systématiquement critiquée, condamnée, empêchée, ça fait quand même un peu le jeu de nos concurrents, non? On appauvrit complètement notre capacité de recherche. Donc par définition, on produira de moins en moins. Ça va être la problématique sur la betterave qui va arriver dès cette année. Et donc par définition, on sera plus vulnérable à l'entrée de produits qui viendront d'ailleurs. Et que je vous rappelle que les accords bilatéraux que mène la Commission européenne sont des accords qui sont faits pour pouvoir faire rentrer des produits qui ne correspondent pas à nos normes. Sinon, ça ne serait pas des accords bilatéraux. Et que le dernier en date, qui est celui du CETA par exemple, eh bien les céréales canadiennes qui rentrent depuis déjà 18 mois
sur le territoire européen et en particulier en France sont produites au Canada avec 42 substances chimiques interdites en France. Donc ce qu'on est en train de dire aux consommateurs, c'est d'un côté, oui vous avez raison, il faut tout faire pour supprimer les OGM, mais de l'autre côté, la seule perspective que vous pouvez avoir, c'est de manger des produits qui en contiendront et qui ne respecteront pas nos normes. Sur la question de Théo, Monsieur Berger, un mot à ajouter? Je ne peux qu'aller dans le sens de Monsieur le Sénateur et de Monsieur Laborde. Effectivement, à chaque fois que nous avons des actions en destruction de parcelles supposées OGM par les faucheurs volontaires, ça forcément interroge les responsables de nos entreprises pour savoir s'ils doivent continuer un certain nombre de programmes de recherche sur le territoire national. Et donc, on est un peu dans la... On peut avoir la tentation effectivement d'aller sortir un certain nombre d'activités de recherche en particulier en dehors du territoire national et donc d'appauvrir notre recherche française. Ce qui est frappant, Marc Bonnet, c'est que épisode après épisode, ces faucheurs reconduisent leurs actions. Ils sont souvent condamnés par la justice. On a l'impression que ça ne sert à rien, que c'est insuffisant. Je pense que ce sont des gens dogmatiques et irresponsables qui coupent une partie du savoir-faire français, de notre autonomie à nourrir notre population, à travailler pour l'export aussi français. Donc moi je pense qu'une des meilleures, je le répète, mais une des meilleures réponses à la biodiversité, c'est la sélection végétale. Ça commence par là, c'est une des plus grandes réponses. Et si on se coupe de ça, c'est une très très grave erreur. Autre question, Théo? Oui, concernant les semences bio, est-ce qu'on peut imaginer un jour l'existence de semences bio et OGM? Est-ce qu'on peut, vous avez entendu la question les uns et les autres? Est-ce qu'on peut concevoir un jour, c'est ça l'idée? Des semences qui soient à la fois bio et OGM, aux deux normes. Ouais. Alors je ne suis pas Monsieur Berger. Je ne suis pas un spécialiste complet des cahiers des charges de l'agriculture biologique. Je pense qu'il y a une incompatibilité totale aujourd'hui entre l'OGM et le bio. Hein. Enfin, Monsieur le Sénateur. Hein. Je pense que l'incompatibilité, elle est philosophique. Oui, Parce que, au contraire, je pense que là, il y aurait une vraie recherche à conduire. Parce que si le principe de faire une production bio, c'est se dire, on fait une production où on s'interdit les phytosanitaires, où on s'interdit certaines règles concernant, entre guillemets, la famille générale des pesticides. Est-ce que le progrès génétique et, par exemple, la modification génétique, si elle conduit à cela, est à condamner? Donc, au contraire, je pense que l'agriculture biologique devrait se saisir de ce sujet-là, et c'est tout l'inverse qui se passe, pour dire, c'est à nous de montrer qu'avec peut-être du progrès génétique, nous arriverions à avoir une agriculture biologique plus facile, ou du moins plus productive, qui permettrait peut-être d'avoir la réponse aux objectifs qu'on peut se fixer tant au niveau national que du consommateur. Aux objectifs de consommation. Il faudrait doubler les parcelles bio aujourd'hui pour répondre en effet aux demandes des consommateurs. Alors comme on n'est pas capable de le faire rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On importe des pays qui sont parfois nos voisins, des productions présumées bio. Le cahier des charges du bio allemand n'est évidemment pas celui qui est imposé en France. Et donc on consomme bio certes, mais ce n'est pas nécessairement les meilleurs produits. Vous vouliez dire un petit mot, Monsieur Bonnet? Oui, par rapport parfois à l'opposition qu'on rencontre entre agriculture dite conventionnelle et l'autre dite biologique, il y a un enjeu à l'échelle de la France par rapport à l'export notamment de céréales, mais aussi au niveau mondial, un enjeu de productivité. Et la sélection végétale, il y a l'aspect biodiversité dont j'ai parlé auparavant, mais aussi un enjeu de productivité. La productivité, c'est synonyme d'une utilisation moindre des terres arables. Donc ça veut dire un stockage de carbone avec moins de déforestation. Oui, bien sûr. Les analyses de cycle de vie qui sont aujourd'hui assez peu connues, mais qui commencent à rentrer en ligne de compte, montreront que la productivité est peut-être la meilleure réponse à la biodiversité. Bien. Tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'on repose un peu le débat, on est pratiquement à la moitié de nos échanges là. Donc on se pose la question de savoir aujourd'hui si les agriculteurs sont libres de semer ce qu'ils veulent. On essaye de déconstruire les idées qu'on entend circuler ici ou là. Les semences sont stériles, les agriculteurs sont aux mains des multinationales, ils ne peuvent pas semer ce qu'ils veulent. Alors info, intox, je crois que vous avez déjà apporté un certain nombre de réponses. Mais si on repart au point de départ de nos échanges, vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Berger, d'un catalogue. Quand il y a un catalogue, il y a une nomenclature, et puis il y a un gardien du catalogue. Il y a quelqu'un qui est là, une espèce de garde du corps juridique du catalogue.
comment ça marche exactement? Qui tient ce catalogue? Comment est-il surveillé? Alors, ça marche de manière relativement simple. D'abord, le catalogue est une obligation réglementaire qui existe au niveau national et au niveau européen, qui fait que pour être commercialisé, une variété de semences doit être inscrite sur ce fameux catalogue. Pour pouvoir on ne peut pas commercialiser de semences si elle n'est pas sur le catalogue. On ne peut pas avoir d'activité commerciale importante sur une semence qui n'est pas inscrite. Mais on peut le faire pour soi. On peut tout à fait, on a tout à fait le droit de faire des semences pour soi-même, de les semer sur son exploitation. Il n'y a absolument aucune difficulté par rapport à ça. Ça ne présente pas un petit danger, non? Il n'y a pas un risque là? Alors le risque éventuellement qui est pris, c'est un risque par exemple de nature sanitaire si on n'a pas correctement contrôlé sa récolte. Mais voilà, un certain nombre d'agriculteurs eux-mêmes utilisent des variétés commerciales pour les reproduire sur leurs exploitations. Mais donc globalement, il faut une sorte d'autorisation de mise en marché qui est le catalogue. Pour pouvoir être inscrit sur ce catalogue, il faut passer par une série d'épreuves qui sont organisées par un organisme dépendant du ministère de la Recherche et du ministère de l'Agriculture. Et ensuite, une fois qu'on a satisfait ces épreuves, on est inscrit sur ce catalogue et on a un droit de commercialisation. D'accord. Voilà. Alors ceci se passe également, je vous répète, ceci se passe au niveau français, mais également au niveau européen. Toute variété inscrite dans un autre pays et sur le catalogue européen peut être vendue en France. Question naïve peut-être, ce qui est homologué en Europe peut être utilisé en France? Absolument. Ou est-ce qu'il faut passer les deux épreuves? Non, absolument. C'est en fait il y a une sorte d'équivalence, si vous voulez. Si vous êtes inscrit sur le catalogue français, automatiquement vous passez sur le catalogue européen. Si vous êtes inscrit sur le catalogue européen, automatiquement vous pouvez être commercialisé en France. Est-ce que le degré d'exigence est le même? Tout à l'heure on parlait du bio. On sait que le bio hollandais ou allemand est moins qualitatif, on va dire les choses aimablement. Aujourd'hui, sur votre chaîne de LCI, est dénoncé par le ministère de l'Agriculture 28% d'anomalies dans l'agriculture biologique, dans les produits de l'agriculture biologique. Oui. Écoutez, on l'a dit et répété sur ce plateau, l'agriculture biologique, contrairement à ce qu'on imagine, utilise un certain nombre de produits de production qu'on peut retrouver d'ailleurs dans l'aliment final et peut-être donc dans l'assiette du consommateur. Mais est-ce que le niveau d'exigence est le même ou est-ce que, pour vous poser la question plus directement et plus simplement, en France, on est toujours ceinture et bretelles, c'est-à-dire assurance et même assurance tout risque, un peu plus que les autres. Le système d'inscription français est réputé être un des plus exigeants qui existe en Europe et donc d'une certaine manière protéger le mieux les agriculteurs pour leur permettre d'avoir accès à une information extrêmement complète et précise sur les variétés qu'ils vont pouvoir cultiver. Comment vous faites, vous, monsieur Laborde, quand vous allez acheter des semences? C'est comme moi qui vais faire mes courses au supermarché ou... Alors, je reviens sur le catalogue. Moi, lorsque j'achète des semences, je n'achète que des semences qui sont inscrites au catalogue français ou européen. Pourquoi? Parce que ça me garantit une qualité, notamment sanitaire, de mes semences. Un exemple. Alors, concernant l'espèce blé, l'ergot, qui est une maladie du blé, est une catastrophe. Et le catalogue, les semences inscrites au catalogue sont garanties sans ergot et nous apportent une garantie de qualité. D'autre part, lorsque je sème... C'est ce que j'appelais la promesse tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, mais vous achetez une semence, c'est plus qu'une promesse. C'est un engagement. C'est une exigence. Voilà. Autre exemple. Lorsque j'achète mes semences de maïs, je veux semer dans mon champ du maïs. Je ne veux pas semer des coquelicots, espèce extrêmement dangereuse pour le consommateur, toxique. C'est très drôle votre réflexion parce que il y a une campagne de communication construite autour des coquelicots. Si je prends l'exemple des coquelicots, Monsieur Perry, c'est quand même pas tout à fait anodin. C'est joli, c'est d'abord un très joli tableau, c'est vrai, de la peinture impressionniste du 19e siècle, mais c'est aussi un poison violent pour les individus. Et des espèces comme le coquelicot, il en existe des dizaines et des centaines. Sur l'espèce maïs, nous avons d'autres espèces qui sont toxiques. La morelle, le datura. Donc, quand j'achète une semence inscrite au catalogue, elle est garantie semence de maïs et non semence d'adventice qui aurait deux effets. Le premier, c'est de pénaliser les rendements, de venir en concurrence avec ma culture, pénaliser la production, et ensuite d'être dangereux, ce qui est plus grave, d'être dangereux pour le consommateur. Oui. Point de vue partagé?
Oui, Pour moi répondre à la question, j'apporterai Monsieur deux le points. sénateur Duplon. On peut être agriculteur Ouais. en utilisant ses semences Ouais. dans une espèce Ouais. et en achetant dans d'autres. Ouais. Tous les éleveurs en polyculture élevage le font. Ils reproduisent leurs semences pour ce qui est des céréales, mais ils achètent leurs semences pour ce qui est des prairies, parce qu'on sème aussi de l'herbe, pour ce qui est du maïs et autres. Bon. Le deuxième élément, c'est Ouais. par rapport au coquelicot. Pour la petite anecdote, pourquoi on refuse ou on ne cherche à ne pas avoir de coquelicot dans la récolte? Parce que tout simplement, le coquelicot, quand il fait partie de la récolte de blé, il monte comme le grain de blé dans la moissonneuse, le bout du coquelicot, c'est-à-dire le milieu de la flore. Ce milieu, il est très humide, donc il va remouiller le grain, qui lui doit être normalement très sec pour être stocké. Bien sûr, bien sûr. Quand vous stockez un grain humide, vous avez une très mauvaise conservation. Moisissure. Vous avez des moisissures et vous avez surtout un animal qui s'y met tout de suite, qui est un insecte, qui s'appelle le charançon. Ouais. Eh bien, tous ceux qui prônent de voir des coquelicots dans les champs, c'est accepter que dans les greniers, on ait des charançons et avoir toute la difficulté possible et inimaginable d'avoir un grain de blé qui soit sain pour la consommation humaine. Alors, on a... Oui, allez-y, monsieur Bonnet, mais j'avais une question additionnelle. Je D'accord. voudrais qu'on parle aussi des jardiniers. Parce que les jardiniers, souvent, se plaignent, disent, ben, oui, il y a là aussi un catalogue, et on ne peut pas inventer, on ne peut pas innover. Parfois, ils le font, et ça fait prendre des risques, d'ailleurs, à la communauté, parce que, vous avez raison, il y a ces questions liées à la traçabilité, à la sécurité. Mais je vous laisse ajouter Alors, ce je que vous voulais vouliez juste dire. dire que ce qu'a décrit Monsieur Laborde, en fait, c'est le mécanisme à 2 étages du système de mise en marché des semences en France. Le premier, c'est l'inscription au catalogue. L'inscription au catalogue, c'est une première garantie pour l'agriculteur que lorsqu'il va recevoir un sac de maïs, par exemple, de semences de maïs, Oui. ce qu'il va semer correspond exactement à ce qu'il attend. Parce que je vous mets au défi, Monsieur Perry et n'importe qui ici, de distinguer 2 variétés de semences à partir de 2 variétés de maïs à partir de la semence. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est cette première garantie. La deuxième, c'est le principe de la certification des semences. La C'est-à-dire que les- certification. C'est-à-dire Ouais. que les semences qui sont produites sur le Ouais. territoire français sont contrôlées en culture en particulier et en contrôle post-culture par un organisme officiel dépendant du ministère de l'Agriculture qui garantit effectivement que ces semences seront indemnes d'adventice, seront indemnes de maladies. Et donc, cette garantie pour le producteur et in fine pour le consommateur, elle est absolument essentielle. Et de ce point de vue-là, dans une société qui nous demande que le principe de précaution soit de plus en plus appliqué, nous avons là les éléments essentiels constitutifs d'un principe de précaution en pleine action. Alors maintenant, je vais répondre à votre question. Non, parce que je veux la compléter simplement pour vous dire que c'est un peu contre-intuitif, mais on a tendance à penser en France, et notamment dans le domaine de l'agriculture et de la recherche, que tout ce qui est petit est efficace. Small is beautiful, vous savez, on dit. Or, en réalité, là, on est dans un domaine qui mobilise des techniques complexes, de la génétique, où il faut, au fond, des assurances de bonne fin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un assureur, si vous voulez, au final. On entend là, j'entends moi en tout cas dans la société, dans les débats publics, des gens qui disent en substance, mais regardez, même les jardiniers, ce pas des professionnels de l'agriculture, même les jardiniers n'ont plus le choix. Alors je vais m'inscrire en faux avec cette proposition. J'ai le plaisir de diriger une activité de semences potagères dans le sein du groupe Limagrin. Nous avons une entreprise qui s'appelle Villemorin Jardin, qui est leader sur les semences pour le marché amateur, donc à destination des jardiniers. Il gère plusieurs marques. Rien que dans la marque Villemorin, 700 variétés différentes de potagères sont disponibles. Malheureusement, aujourd'hui, on constate une désaffection croissante du public pour l'acte de semer des variétés et une évolution vers le marché du plan et le nombre de références du plan, voilà. Ouais. Et le nombre de références tend à diminuer. Et donc on est dans cette espèce d'injonction paradoxale où on nous dit il faut absolument garder des variétés dans les catalogues, mais en même temps personne ne les achète. Désolé, à un moment donné, on est aussi une activité commerciale, on a besoin de vivre et maintenir des variétés, ça nécessite qu'il y ait effectivement derrière un débouché commercial. Je pense que chacun sera en mesure de le comprendre. Théo, @village semence, @stop-intox, les questions. Vous réagissez. Alors j'ai un internaute qui se pose une question toute simple. Comment est-ce que vous évitez que les corbeaux mangent les graines? Souvent de tournesol, on voit que les champs sont pleins. Vaste question. Quelles sont les solutions? Vaste question. Moi, vous ne tournez pas vers moi. Hein. Allez-y. Alors, Que l'aborde. le sujet des corbeaux peut en amener d'autres, mais je vais essayer de rester... Racontez la petite Alors, histoire d'abord. Déjà, Ouais. il s'agit sur le territoire français essentiellement des corneilles, que l'on appelle corbeaux, mais ce sont les corneilles.
c'est un prédateur exceptionnel de nos cultures. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'ils trouvent la graine facilement dans les champs que l'on vient de disposer. Alors, concernant l'espèce maïs, c'est la graine. Concernant l'espèce soja, qui est moins cultivée en France, ils consomment la plantule, la plante dès qu'elle germe et dès qu'elle... Alors, comment fait-on pour lutter? Nous disposions, jusqu'à il n'y a pas longtemps, notamment sur l'espèce maïs, c'est pour ça que je dis que c'est pas que le sujet corbeau, d'un répulsif qui était relativement efficace. Ce répulsif, aujourd'hui, nous n'en disposons quasiment plus parce qu'il arrive en fin d'homologation et que bon, voilà, qu'on n'aura plus à en disposer. Et il avait quelle forme? Vous le vaporisiez? Non. Comment ça marche? Il s'agissait d'enrobage de graines. Le produit était disposé lors de l'ensachage des semences sur la graine par les fabricants de semences, ce qui permet, parce que c'est pas, votre question est excellente, parce que ce qui permet de mettre très peu de produits à l'hectare et d'avoir une efficience parfaite. Alors, aujourd'hui, nous avons de plus en plus, nous n'allons plus disposer de cette matière active-là. Son homologation arrive à échéance. Donc, les acteurs du monde rural, alors les paysans, mais aussi les chasseurs, nous travaillons avec nos collègues chasseurs sur la régulation des populations de prédateurs, et notamment de la corneille, du corbeau. Nous demandons à nos collègues et amis chasseurs, et parfois nous-mêmes nous le sommes, de réguler les populations de façon à ce que, pas du tout à exterminer complètement la population de corneilles, mais de façon à ce que la pression du ravageur ne soit pas trop importante. D'accord. Je crois que la réponse est suffisante là. Autre question, Théo? Alors oui, un internaute qui se demande si un agriculteur peut encore cultiver des anciennes variétés. Alors comment est-ce qu'il peut se les procurer et surtout à quel prix? Les anciennes variétés, j'ai en mémoire une campagne d'un grand distributeur disant en substance que l'assortiment se resserrait, qu'on vous interdit, en réalité, ce distributeur disait, on vous propose 4% de ce qui existe, tout le reste vous est interdit. Alors nous, les variétés anciennes sont potentiellement acceptées, sont possibles, mais il y a aussi une question de mise sur le marché et d'accès au marché. Quand vous semez un grain de blé ou du maïs, ça répond à des normes sanitaires, mais ça répond aussi à des normes technologiques. Et quand ce sont des produits fongibles, ils passent un certain nombre d'étapes. Et dans la plupart des variétés anciennes, on a des difficultés en fait à l'accès au marché. Donc nous, c'est pas quelque chose que nous interdisons, mais il y a aussi une demande qui fait que l'offre derrière n'est pas adaptée. Je veux rappeler d'ailleurs à cet égard que les prix, vous savez, c'est un débat d'économistes, le prix incarne toujours une valeur. Moi, je défends une idée simple qui est que les productions agricoles, et la semence, c'est une production comme une autre, doit répondre d'abord à une valeur environnementale. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas ignorer ce qui est autour de nous. Elle doit répondre aussi à une valeur de caractère nutritionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une promesse de caractère nutritionnel, et il faut qu'il y ait derrière une promesse économique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rémunération, de la production, il n'y a plus de production. J'ai une autre question qui est logiquement celle qui suit la question de Théo. On entend là aussi dire que de plus en plus, l'offre finale au consommateur se resserre. Pourtant, je vois de plus en plus de tomates, un assortiment de tomates de plus en plus large, un assortiment de carottes, de racines si vous voulez, de plus en plus large. Enfin, j'ai l'impression que ce que je vois ne correspond pas à ce que j'entends. Il n'y a qu'à regarder dans le pain. Aujourd'hui, vous allez dans une boulangerie à Paris, vous avez une multitude de variétés de pain, faites avec une différence à chaque fois presque de céréales, donc, ou de composition. Donc au contraire, non, je pense que notre alimentation, elle a énormément évolué. Aujourd'hui, elle a cette capacité à proposer un panel qui est énorme, et toutes saisons confondues. Alors moi, je veux bien qu'on revienne aux anciennes méthodes, mais enfin, je ne suis pas sûr que le consommateur voudrait revenir à ce qu'ont vécu nos arrière-grands-parents, où parfois le pain c'était du pain de seigle, et du pain de seigle qui était dur comme la table. Oui, qu'il devenait très rapidement en tout cas. Oui.
Allez-y, Monsieur Berger. Oui, juste une chose, je voudrais revenir rien que sur le terme variété ancienne. En fait, quand on dit variété ancienne, dans notre psyché, on active quelque chose qui est un peu du domaine de la Madeleine de Proust, qui fait qu'on investit a priori ces variétés-là d'un certain nombre de vertus qui, pour l'essentiel, sont des vertus imaginaires. Je vais revenir à ce que disait Monsieur Bonnet et à ce que vous disiez également. Il faut une valeur environnementale, il faut une valeur économique et il faut globalement une valeur de production. Une valeur nutritionnelle aussi, parce qu'on... Et une valeur nutritionnelle. C'est capital. Aujourd'hui, je pense il y a un certain nombre d'études qui ont été menées qui montrent clairement qu'il n'y a pas de déficit nutritionnel dans les variétés modernes par rapport à des variétés anciennes. Par contre, il y a des déficits de productivité absolument importants dans les variétés anciennes par rapport aux variétés modernes. Et par ailleurs, effectivement, dans beaucoup de variétés anciennes, vous avez beaucoup moins de résistances génétiques qui sont intégrées, et donc vous avez la nécessité d'utiliser davantage de pesticides. Voilà. Donc, sauf pour un certain nombre d'usages particuliers, de niche, de commerce court, voire, je vais dire, de consommation un peu urbaine, un petit peu branchée, généralement, variété ancienne ne veut rien dire pratiquement sur le plan de la performance et de la qualité. C'est sur le plan marketing très branchouille, comme vous. On est d'accord. C'est le mot. Vous vouliez ajouter un point? Oui, quelques mots sur ce sujet. Vous avez dit small is beautiful, ancient is beautiful aussi, on entend parfaitement. Oui. Alors, là derrière, il y a une certaine vérité. Certaines variétés anciennes ont des caractéristiques qui peuvent nous aider si la génétique permet de les combiner avec les qualités des variétés actuelles. Oui. C'est pour ça que la recherche génétique et la possibilité d'utiliser les outils de sélection génétique sont essentiels pour les semenciers, mais pour nous les paysans. Nous leur passons la commande de variétés qui a telle ou telle, mais monsieur Berger pourrait l'expliquer plus facilement comment il peut procéder, mais nous passons la commande de variétés qui ont telle ou telle caractéristique et on retrouve parfois ces caractéristiques dans des variétés très anciennes. Alors, il y a un dernier point, il nous reste à peine 3 minutes, on va faire un tour de table rapide, mais il y a un point qu'on a évoqué tout à l'heure, ou plutôt effleuré. Vous l'avez dit, Monsieur Laborde, le marché est relativement concentré, mais pas tant que ça. J'ai relevé, moi, que sur ce marché des semences, il y avait encore des entreprises de taille moyenne, des PME. Elles sont françaises, elles doivent irriguer le territoire, probablement. J'y vois toujours, comme économiste, plutôt un signal favorable. C'est-à-dire que la taille n'est pas une condition obligée pour réussir dans ce domaine. Alors ce que vous dites est tout à fait exact. D'abord parce que nous travaillons en tant que semencier sur un très grand nombre d'espèces. Il y a plus de 50 espèces qui sont travaillées et je ne connais pas d'entreprise qui travaille sur la totalité des espèces. Donc nécessairement, vous avez des entreprises qui sont spécialisées sur certaines espèces. Donc il y a une segmentation du marché. Segmentation, parce que le sénateur citait tout à l'heure les fourragères. Fourragères, c'est un peu un métier de spécialiste. Il n'y a pas finalement tant que ça de gens qui s'occupent des fourragères. Le métier des potagères, c'est un métier spécialiste également. Donc vous avez forcément un tissu qui est toujours très vivant et très actif. Et vous avez eu raison de dire que ces entreprises sont situées dans les territoires, voilà, terme à la mode, qui donc irriguent effectivement notre tissu rural. Beaucoup d'entreprises sont extrêmement importantes là où elles sont implantées en termes de dynamique et en termes de dynamique économique. Un dernier point avec vous, Monsieur Laurent Duplomb, vous qui êtes sénateur. Est-ce qu'au Sénat, alors ça devrait être le cas parce que le Sénat c'est l'expression des territoires. Est-ce qu'au Sénat, on a conscience de l'immense capacité du monde agricole à innover? Vous savez, l'image qu'on a de l'agriculture, c'est un peu Martine à la ferme. D'ailleurs, c'est une partie du public qui le souhaite. La réalité, c'est que c'est un monde qui cherche, c'est un monde qui innove, c'est un monde qui s'est digitalisé. Il est très horizontal, comme vous venez de le dire. Les semenciers travaillent dans les territoires avec des gens qui utilisent les produits. Enfin, au fond, donc, l'image de l'agriculture française, elle devrait être différente de celle qui est véhiculée. Alors au Sénat, on en a pleinement conscience. Un des gros avantages du Sénat, vos copains de l'Assemblée. Je parle pas, je me compare pas. Vous savez, le général de Gaulle disait quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Oui. Donc je me contenterai de parler. C'est déjà une réponse que vous venez de dire. Je me contenterai de parler des sénateurs. Ouais. Le gros avantage des sénateurs, c'est qu'ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ouais. Donc les problématiques liées, par exemple, aux semences et au progrès dans tous les sens du terme, ils le voient sur les multitudes d'une agriculture qui est totalement diversifiée sur l'ensemble de nos territoires.
Et je vous donnerai 2 exemples d'une agriculture française qui est hyper dans la modernité. Nous utilisons dans l'agriculture la totalité des outils informatiques, comme nulle autre activité professionnelle le fait. C'est vrai. Les agriculteurs font leur déclaration PAC sur Internet, quand tous les contribuables ne font pas leur déclaration d'impôt sur Internet. Les agriculteurs se servent de robots, se servent de GPS, De capteurs. se servent de capteurs dans quasiment beaucoup de matériel. Et le deuxième élément, c'est qu'en plus de ça, on forme une jeunesse qui va aussi plus loin que les jeunes qui sont censés aller dans l'agriculture, puisque, pour la petite anecdote, le jeu Farming Simulator C'est vrai. est le jeu le plus vendu, incroyable. est le jeu Incroyable. le plus vendu en France. Ouais, c'est vrai. Et que ce jeu-là consiste, pour les jeunes, à jouer avec le modèle agricole qui est basé sur la compétitivité, qui est basé sur la production et qui est basé aussi sur la capacité de faire s'amuser avec l'agriculture. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et oui, pour finir, le Sénat, c'est le Sénat des territoires. Le Sénat, c'est le Sénat de l'agriculture, mais c'est surtout et avant tout le Sénat du bon sens. Bien, merci à toutes et à tous. C'était un sujet passionnant. Vous voyez, à partir d'une petite graine, on peut produire 1 heure d'une conversation intelligente et, je l'espère, éclairante. Merci de votre fidélité et à demain, ici, sur le stand Village Semences.